Si on devait résumer Hollywood avec un seul réalisateur, ce serait bien Michael Bay. Un héros maladroit avec une jolie fille, des explosions de bagnoles, d'avions et de bateaux, une menace planétaire qu'il faudra combattre, et tout ça sur fond de coucher de soleil californien. C'est ça l'expérience Michael Bay. Un cinéma bourrin, explosif, aux couleurs saturées, le tout avec des plans surcutés et des personnages hurlant dans tous les sens. Dit comme ça, c'est vrai que ça vend pas du rêve. Pourtant, c'est une recette qui marche. Voici toute sa filmo et ce que ça a rapporté. Je garde en tête que c'est pas les chiffres de vente qui font la qualité d'un film. 1,6 milliard pour le Roi Lion, ça fait mal. Mais il faut bien se rendre à l'évidence que si une recette fonctionne sur plusieurs films, c'est parce qu'il y a un public qui l'apprécie. C'est une recette qui marche. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi cette recette fonctionne, quelles sont les habitudes de Michael Bay, son style de cinéma, ce qui est bien ou pas, mais surtout son travail avant et après le tournage, car c'est un vrai touche-à-tout. Par exemple, c'est un des rares réalisateurs qui fait lui-même le montage de ses films. Pourtant, dans le monde du cinéma français ou dans les écoles de ciné, si vous dites que vous aimez Michael Bay, eh bien ça veut dire que vous êtes des trous du cul. Littéralement. Il est très mal vu d'aimer ce cinéma populaire et débile fait par un yes man sans envergure. Si vous aimez Michael Bay, alors vous n'êtes pas un passionné de cinéma, hein. Si vous aimez Michael Bay, c'est que vous n'y connaissez rien. Mais pourquoi ? Pourquoi Michael Bay est considéré comme un réalisateur bas de gamme ? Pourquoi est-ce que son cinéma devrait être considéré comme plus populaire, et donc moins bien que les autres, alors que la base est la même ? Pourquoi est-ce qu'en faisant cette vidéo pour le défendre, c'est une mauvaise idée pour moi ? Ça aussi c'est un bon sujet qu'on va voir. J'ai donc choisi dans sa filmo Pearl Harbor, le film patriotique américain ultime. J'ai vu tous les films de Michael Bay et c'est celui que je considère être son meilleur. Je vais décortiquer son style point par point pour te prouver à quel point Michael Bay n'est pas un yes man, mais un vrai passionné et surtout un pur artisan du cinéma. Déjà, tu auras peut-être remarqué que j'ai utilisé le mot artisan pour décrire Michael Bay, et non le mot artiste, car il y a trois types de réalisateurs, l'artisan, l'artiste, et celui qui fait tout ce qu'on lui dit de faire, en général le yes man. Les artistes sont des réalisateurs qui font un film avec un style très prononcé, qui écrivent eux-mêmes leur script, et qui finalement trouvent leur public au fil du temps. Tarantino, Kubrick, Burton, Nolan sont des purs artistes dans le genre. Ils ont leur style, tu y adhères ou non, mais pour eux ce qui compte c'est de créer leur film de A à Z. Ce qui fait que quand tu vois un de leurs films, tu sais tout de suite que ça vient d'eux, que ce soit en termes d'histoire, de mise en scène ou de technique, ils ont tous une ligne éditoriale bien à eux qui ne change pas beaucoup dans le temps. Deuxième type, les artisans. En général, ils produisent beaucoup de films et tentent de s'améliorer en fonction des retours du public. Scorsese, Michael Bay, Brian De Palma, James Cameron, Clint Eastwood, Ridley Scott sont des artisans. Tout comme un artisan ayant son petit commerce, il travaille avant tout pour faire un film à destination d'un public cible, et cherche toujours à s'améliorer, tout en utilisant les technologies actuelles de l'industrie et en adaptant des scénarios qu'ils n'ont pas écrits eux-mêmes. Alors attention, qu'on soit artiste ou artisan, ça veut pas dire qu'on est mieux ou non, c'est juste une manière de travailler. Un artiste va faire un film comme il l'a imaginé et avec son style, alors qu'un artisan va faire évoluer sa technique au fil du temps en fonction des retours clients et des avancées technologiques. Et c'est justement ce qu'a fait Michael Bay durant toute sa carrière. Steven Spielberg, c'est un peu un cas à part, c'est pour ça qu'il a autant marché, c'est parce qu'il a réussi à être un peu des deux, à la fois artiste et artisan. Je fais Jurassic Park pour le grand public, et à côté, je fais la liste de Schindler en noir et blanc avec des acteurs inconnus à destination d'une niche. Je fais Indiana Jones et la dernière croisade, et à côté, je fais un plus petit film avec Always. Il a fait ça durant toute sa carrière, alternant entre de gros films, quasi assurés de ramener plein de millions, et à côté de plus petits films qui n'auraient pas dû avoir ce succès. Du coup, cette vidéo, c'était sur Pearl Harbor, non ? Mais prenons les choses dans leur contexte. Nous sommes en 93 et Nuit Blanche à Seattle est un des grands films de l'année. Ultime film romantique, il fait comprendre à Hollywood que le public veut retrouver des films d'amour.
Et James Cameron le comprend aussi. C'est pour ça qu'il se présente devant les gestionnaires de la Paramount avec seulement un tableau du Titanic et présente le concept de son prochain scénar. Ce sera Roméo et Juliette, mais sur le Titanic. Pour écrire le scénario, il lui faut descendre dans les abysses et voir de ses propres yeux l'épave. Sans même avoir vu une page de scénario, James Cameron réussit à débloquer 10 millions de dollars pour juste aller voir le Titanic dans la fosse des Mariannes. Ça c'est un truc, je sais même pas comment c'est possible. Il était connu, ok, mais de là à débloquer 10 millions de dollars sans même avoir de scénar, franchement je trouve que c'est du génie. Titanic est et restera un des plus grands paris d'Hollywood. Un film avec des acteurs inconnus a réussi à exploser tous les records du box-office mondial, tout comme le fera Avatar 10 ans plus tard. Il chamboule l'industrie qui cherche à reproduire le même modèle. Ils se disent « Ah, ça y est, on a trouvé le cheat code pour se faire un max de blé ». Les gens veulent de l'amour, de l'épique au milieu d'un événement historique. C'est grâce à Titanic que nous avons eu des projets lancés voulant reproduire le même schéma. 3, Kingdom of Heaven et Pearl Harbor évidemment. Tous mixant un événement historique avec une histoire d'amour. En fait, les années 90 dans le cinéma américain sont très intéressantes car elles cumulent en fait plein de films qui n'auraient pas dû avoir un tel succès et toujours avec des acteurs pas encore bankable. En particulier 4, Nuit Blanche à Seattle, Forrest Gump, Matrix et Titanic. Ça incite les studios à balancer des millions de dollars dans des projets très risqués. Titanic et Matrix sont les deux projets de cette mouvance et ils exploseront tous les records. Ça confirmera le fait que l'industrie peut prendre des risques, ce qui donnera Le Seigneur des Anneaux, Gladiator, qui aura lui aussi une grande influence car il relancera le genre épique et historique, Harry Potter, Twilight, Spider-Man et X-Men, Pirates des Caraïbes, pour finir à la fin des années 2000 par les Marvel et Avatar. Grâce à Titanic, toute l'industrie est persuadée qu'il est maintenant possible de mettre des millions dans un projet sans avoir de vrais acteurs vedettes. Surtout qu'on était encore dans une époque bénie où l'industrie en fait prenait des risques alors qu'aujourd'hui, à cause des actionnaires, on est dans une volonté de risque minimum pour une rentabilité maximum. Et franchement, c'est du caca. Et 10 ans plus tard, il y a eu un peu la même chose avec Avatar et les Gardiens de la Galaxie. Les deux films ont convaincu l'industrie que la SF avait de nouveau du succès, ce qui a donné tous les Star Wars, Passengers, Valérian et la Cité des Mille Planètes, Mortal Engines, Ready Player One et Dune. Le but est toujours de mettre des acteurs peu connus dans une histoire de SF. C'est là qu'on arrive à Pearl Harbor, qui est un pur film de commande. Il leur fallait un film naviguant sur le succès du Titanic, donc ils avaient besoin d'un événement historique majeur. Les 60 ans de l'attaque de Pearl Harbor, ce sera parfait, car en plus ça rentre dans la vague de films historiques qui a eu du succès récemment. La liste de Schindler, La Ligne Rouge, Il faut sauver le soldat Ryan, La vie est belle. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir l'histoire d'amour, et c'est là qu'on arrive à la partie scénario. La grande difficulté lorsqu'on écrit un scénario sur un événement historique, c'est que l'événement en question dure trop peu de temps, en général quelques heures, et donc c'est difficile de faire un film uniquement sur cet événement. Pour Pearl Harbor, l'attaque dure 2 heures, donc difficile de faire avaler 2 heures de mitraille et d'explosion aux spectateurs. Pour Titanic, pareil, 2h40 pour couler. C'est à la fois trop long et trop court. C'est ce qu'elle disait, donc on va imaginer une histoire avant et après l'événement pour suivre des personnages et être impliqué émotionnellement. Comme beaucoup de films, Pearl Harbor sera fabriqué en 3 parties. Dans la première, on présente les persos, les pilotes et les infirmières, ainsi que le décor d'Hawaï qui est bien loin de la guerre. On y rajoute une histoire d'amour triangulaire car ça permet d'établir un premier problème qu'il faudra régler. Dans la deuxième partie, nous suivrons l'attaque de Pearl Harbor, que ce soit sur mer, sur terre ou dans les airs. Nos persos sont éparpillés sur la map et subissent les événements avec un point de vue différent. Pour finir par une troisième partie qui est censée être un happy ending, mais c'est surtout pour ne pas finir sur une note négative. On bombarde le Japon quand même. Et on évite aussi de parler du fait que c'est à cause de ce bombardement que les Japonais se sont vengés sur les Chinois. 250 000 Chinois morts quand même, tous soupçonnés d'avoir aidé les aviateurs américains. C'est là où je vais pouvoir le comparer avec Titanic de James Cameron, car les deux films durent 3 heures et il y a 2 choix qui ont été faits par les réals, 2 manières de travailler. Pearl Harbor est souvent critiqué pour son triangle amoureux, qui n'est pourtant pas central, mais qui fait de l'ombre à nos persos principaux qui sont comme des frères. Concentrons-nous sur la première heure. Pour les 2 films, il y a la même problématique pour les 2 réalisateurs. Que dois-je raconter avant que l'événement central n'arrive? Car j'ai 1 heure à combler. James Cameron lui a un avantage, son événement dure longtemps et nos persos peuvent vivre des aventures pendant ce temps-là. Ils peuvent discuter, se disputer ou même se sauver mutuellement. Ce qui fait que durant la première heure, on prend son temps. On est aujourd'hui où l'on présente cette équipe de scientifiques, puis on présente la grand-mère qui nous conte son histoire.
Puis on présente Jack, le départ du Titanic, les deux castes en opposition, les riches et les pauvres. Le cœur de l'océan, symbolique à la fois du cœur de Rose, qui est indomptable, tout comme l'océan. Mais aussi de ce Titanic, croyant être le joyau de l'océan, qui finira englouti par celui-ci. Le fait d'utiliser deux persos étant de castes opposées permet de visiter le bateau de haut en bas et de croiser des persos représentant à chaque fois un lieu précis du bateau. On a globalement assez peu de personnages parlants et ils sont difficilement identifiables au niveau du caractère, car ils sont là uniquement pour présenter un lieu précis du bateau qu'on reverra durant l'événement central. On se concentre vraiment sur peu de persos, car ce qui est central, c'est eux deux. Leur amour qui évolue, mais aussi Rose qui s'affirme et fait sa crise d'ado grâce à Jack. Alors que l'approche de Michael Bay sera différente, lui il adore avoir énormément de persos pour jouer avec. Ce sera à chaque fois des persos très clichés, mais très bien représentés. Car être cliché ne veut pas dire être ennuyeux. Au contraire, vu qu'il a peu de temps accordé à chaque perso, alors il faut que chacun soit vite identifiable, il faut que chacun ait une personnalité forte qu'on identifie tout de suite. Mais voilà le problème, Michael Bay lui il a qu'une heure à combler. Durant l'attaque ses persos seront concentrés sur l'aspect survivre ou contre-attaquer, donc c'est une grande partie du film peu exploitable. Parmi ce grand nombre de personnages, il faut qu'on identifie les principaux qui seront les deux frères. Mais qu'est-ce qui les différencie des autres ? C'est là que l'histoire d'amour intervient. Un triangle amoureux, c'est parfait pour créer un problème et de nombreux dialogues. Et ça rajoute quelque chose de peu exploité sur cette guerre, le problème des femmes qui se trouvent un nouvel amoureux pendant que le mari est parti au front. Après, ça marche dans les deux sens, on estime à 20 000 bébés conçus en Angleterre entre les militaires américains et des anglaises durant cette période. Ouais, ça baisait pas mal. Et là, petit aparté, mais je trouve que ce triangle amoureux fonctionne, grosso modo, mais franchement c'est la partie la plus inintéressante du film. Peut-être que c'est moi, mais tu sens que le réal est un peu obligé de le faire. Rafe et Evelyn sont très clairement mis en avant, tandis que Danny est en retrait. Il aurait mieux valu se concentrer sur l'histoire d'amour entre Rafe et Evelyn, sans triangle amoureux, et donner plus de place à la relation fraternelle entre Rafe et Danny. C'est sur ce point où tu captes le film de commande derrière. Le triangle amoureux a été mis là dès le début pour combler du temps, créer une problématique. Mais c'est un film de Michael Bay. Lui, il a jamais suffisamment de temps pour tout ce qu'il veut mettre dans son film. Il rajoute sans arrêt tout un tas de persos et de situations comiques. Il a pas besoin d'un triangle amoureux chiant pour combler. Ce qui fait que tu sens que ça a été mis là par la production et que le réal, il fait avec ce qu'il a. Lui, il adore présenter les humains derrière l'armée, le patriotisme et le courage du sacrifice pour sauver le plus grand nombre. Choisir Michael Bay pour ce film, c'était parfait. Il a fait un grand film patriotique expliquant les événements de Pearl Harbor. Il a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Mais l'aspect triangle amoureux, tu sens que c'est du rajout de force dans cette histoire qui n'en avait finalement pas besoin, car le cœur du film, ça reste Rafe et Danny. Voilà, on reparlera du scénario au fil de l'eau, mais là il est temps d'attaquer vraiment le film et le style Michael Bay. Comment démarrer une histoire ? Notre film commence par ce premier plan de l'horizon couleur sépia avec un avion qui rentre dans le champ par la droite. Et là, c'est du typique Michael Bay. Pour tout réalisateur, le premier problème est de savoir comment démarrer son film. Qu'est-ce que je présente en premier et comment ? La plupart des réals, en particulier les Yes Man, commencent par présenter les persos principaux ainsi que l'environnement. La menace, elle n'arrive qu'autour de la 20e minute. Comme Thor, que j'ai fait récemment, on présente Jane et son équipe, on a un petit cours d'histoire de la part d'Odin pour nous présenter l'univers, puis on passe à Thor et à son couronnement. La problématique n'arrive qu'à la 10e minute, lorsqu'il y a l'attaque des géants de glace. C'est une structure narrative vraiment très basique du cinéma, présentation héros, environnement, puis problématique. C'est une manière de raconter une histoire, aucune n'est meilleure qu'une autre, c'est juste une façon de faire. Mais Michael Bay, lui, va toujours présenter en premier la menace. Dans Transformers, il présente d'abord l'attaque de la base, avant de présenter Witwicky. Armageddon présente d'abord la menace, la météorite, avant de présenter nos personnages. Michael Bay est un gros cinéphile, et il sait que ce qui captive, ce qui maintient l'attention, c'est une tension. Et ça, c'est entièrement Hitchcockien, car il disait qu'une conversation entre deux personnes devient d'un coup bien plus palpitante si on sait qu'il y a une bombe sous la table. Cette bombe, c'est la problématique qui rajoute de la tension à la scène. Michael Bay préfère toujours commencer par cette tension avant de présenter les personnages. Nolan, dans The Dark Knight, fait pareil en présentant d'abord le Joker, mais aussi la problématique du film qui est la multiplication des Jokers et donc qui est difficile à trouver. Un réalisateur Yes Man aurait très facilement suivi le dictionnaire des scénarios qui dit qu'on doit d'abord présenter nos héros pendant 20 minutes, puis ensuite présenter la problématique. Michael Bay, lui, il a pas le temps, il veut déjà créer cette tension en fond, bien avant de présenter l'univers, bien avant de présenter son héros en fait.
Et là, pour Pearl Harbor spécifiquement, il ne l'a pas fait car on présente la jeunesse de nos deux persos principaux, et c'est donc logiquement bien avant que la guerre ne se déclare. Mais il présente quand même la menace de manière symbolique. Les Japonais ont attaqué avec des avions le 7 décembre à 7h48 alors que tout le monde dormait. Dans ce premier plan, nous sommes le matin et le soleil se lève. Deuxième plan, nous avons l'angle du soleil exact qui se lève à l'horizon avec le titre qui apparaît. Après, si tu veux quelque chose de vraiment exact, ce sera plus du genre là, car le soleil devrait être autour des 10 degrés à l'horizon. Bon. Le soleil se lève sur cette nation endormie et en paix. Rien de bien menaçant à l'horizon, hormis cet avion qui fonce vers nous. Il rentre dans le cadre en haut à droite, la droite dans le cinéma c'est l'avenir, donc c'est une menace silencieuse qui fonce vers nos persos tandis que le soleil se lève. Ce premier plan faisant évidemment écho à toute la campagne marketing et des affiches très belles montrant des avions bouleversant le quotidien. Et là aussi on voit à quel point ils ont pompé sur Titanic, mais on en reparlera. Nos deux persos jeunes et insouciants représentent eux l'Amérique à ce moment-là. Loin de la guerre, ils s'imaginent ce que cela pourrait être, toute l'insouciance de la jeunesse venant se fracasser sur les traumatismes des vétérans. J'étais à Verdun, dans les tranchées. Et je souhaite à personne de voir tout ce que j'ai vu là-bas. Et directement, on avance dans le temps et on présente l'environnement géopolitique bien avant de présenter nos persos adultes, qui n'ont pas changé d'un pouce car ils sont toujours aussi casse-cou, insouciants et adorent voler. Et là, il se fait passer un savant pour s'être amusé avec un avion, et il est entouré de ses fenêtres avec toutes les barres. Il est enfermé dans l'institution de l'armée. Il aimerait faire la guerre et être un vrai pilote, mais pour l'instant, il est enfermé derrière l'institution qui n'a pas encore décidé de faire la guerre. C'est là qu'on peut attaquer un des aspects des films de Michael Bay, le patriotisme. Jusque-là, on a vu que c'était un film de commande des studios, ce qui est un peu évident, mais c'est surtout un film patriotique. Alors, ça veut pas dire que la défense américaine a commandé ce film, pas du tout, ça veut juste dire que c'est un film qui a été écrit de base pour présenter un événement historique, mais en faisant en sorte de ne jamais critiquer l'armée pour qu'en échange, elle prête du matos. Car les films historiques, leur gros problème, c'est qu'ils ont un coût prohibitif, et si tu as pas l'armée avec toi pour te filer tout un tas de matos, il y a de grandes chances pour que le film soit trop cher à produire. Voici certains films n'ayant reçu aucune aide de la part de l'armée car ils étaient trop critiques envers elle, car ça montrait trop les traumatismes des soldats. Donc on peut critiquer le fait de créer des films patriotiques, mais d'un autre côté, lors de la production, t'es face à un vrai problème économique, puisque sans l'armée, ça demande tellement d'investissement que beaucoup de projets ne peuvent pas se faire. Et si je t'en parle, c'est parce que Pearl Harbor est considéré comme le film de l'histoire qui a reçu le plus d'aide venant de l'armée. Voici le détail, donc grosso modo 3000 figurants et leur uniforme, une dizaine de bateaux, une trentaine d'avions accompagnés du personnel formé et du pétrole en masse pour faire tourner tout ça. Un accès complet à base de Pearl Harbor ainsi qu'à pas mal de pièces historiques, et le meilleur c'est d'avoir pu tourner sur un vrai porte-avions en fonctionnement. En bref, on estime les économies réalisées grâce à l'armée autour de 30 millions de dollars, mais perso j'arrangerais ça à 100 millions de dollars. Rien que pour tourner sur un porte-avions c'est plusieurs millions de dollars la journée, donc sans compter tout le personnel qualifié, etc. Enfin bon, franchement c'est un gouffre. Économiquement, tu es obligé de faire un film patriotique si tu veux réaliser ce genre de film. On peut critiquer l'image que ça donne, car ça fait peut-être un peu propagande, mais t'es obligé d'en passer par là. Et pour ça, Michael Bay est parfait. C'est le réalisateur patriotique. Dans tous ses films, l'armée apparaîtra et sera présentée de manière positive et toujours à taille humaine. Dans tous ses films, il fera apparaître des branches de l'armée, et s'il y a des critiques, c'est plus souvent orienté vers le gouvernement. Dans Armageddon par exemple, tous les pics sont orientés vers la NASA qui est une agence civile. Mais enfin, vous êtes la NASA, bordel, c'est dingue, ça vous avez envoyé un type sur la Lune, vous êtes des pointures. Dans Rock, ce sont des vétérans qui prennent en otage des civils, mais uniquement pour que le gouvernement fasse plus pour ses soldats. Et dans Transformers, ce sera toujours le gouvernement qui encadre l'armée qui fait n'importe quoi, mais ce ne seront jamais les soldats. Spooky 3-2, arrosez-le avec votre 105, on met le paquet. Pour ce genre de film, il faut impérativement un réal qui sache parler à la vraie Amérique. Car Michael Bay, c'est pas New York, c'est pas les voitures électriques, c'est pas les matchas et les vélos cargo. Lui, c'est l'Amérique du pétrole, des monster trucks, de l'odeur du napalm de Montmartin. La vraie Amérique, la pure, celle où on s'encule tous entre cousins. Ça va, je rigole. Et bizarrement, ce serait difficile de faire plus californien que lui. Il est né à Los Angeles en 65, a effectué ses études dans une école de riches pour finir à l'Art Center College de Pasadena pour étudier le cinéma.
Il a toujours vécu à Los Angeles et tous ses films transpirent cette chaleur et ce soleil californien qui a bercé toute sa vie. D'ailleurs, la plupart de ses films se déroulent à Los Angeles et l'intégralité de ses films se dérouleront dans des milieux très chauds. Michael Bay n'est pas là pour un public de niche, lui voit les choses en grand et veut que chacun puisse se projeter dans ses films. Pearl Harbor est jusqu'ici celui qui a demandé le plus d'investissement humain et matériel. Il a toujours fait de gros films, mais celui-ci il est à part. Le côté historique, la guerre, les enjeux financiers, une grande partie réalisée en réel car on est encore dans une époque bénie où on évite au maximum le CGI, tout ça fait que je considère ce film comme étant le meilleur de ce qu'il a produit car il est très encadré et ne part pas dans tous les sens. Ça aussi je pourrais en parler longtemps, mais on critique souvent les studios car ils encadrent trop les réalisateurs, et pourtant pour certains films en fait c'est bénéfique. Et je pense que même s'il n'est pas parfait, Pearl Harbor fait partie de cela. Maintenant qu'on a présenté les deux héros, on va présenter l'autre problématique avec cette fille, mais on va noyer le tout dans une présentation globale des deux groupes, féminin et masculin, avec beaucoup d'humour. Et la petite anecdote, c'est que Michael Bay a insisté pour rencontrer plus de 70 vétérans de Pearl Harbor pour grappiller des anecdotes sur l'attaque, mais surtout sur la vie de tous les jours avant. Presque tout ce qui est dans ce film est vraiment arrivé. Dans cette vidéo, je ne vais pas mettre en avant les erreurs historiques et les anachronismes car ce serait trop long. En description, tu trouveras un site qui les regroupe. De toute manière, le film est tellement pauvre en détails historiques, c'est d'ailleurs un des défauts que y a même pas besoin d'en parler. Pour un film plus centré sur l'aspect historique, tu as Tora Tora de Richard Fletcher, là aussi un film à voir. Dans le making-of, il insiste vraiment sur sa volonté d'être le plus proche du réel. Il y a d'ailleurs un bon morceau, tu as à la fois le témoignage d'un vétéran et ensuite un extrait du film où ça a été reproduit. They were below the horizon. Boy, we jumped out of that bunk. It literally jumped up in the air. The ship would start listing, and all the guys would start sliding down the other side of the ship. Just plain. Quand je te disais qu'il n'y avait pas besoin de cette histoire d'amour triangulaire pour remplir son film, Donc dans cette première demi-heure, on présente ce grand groupe composé de soldats et d'infirmières, tous emplis d'insouciance concernant l'amour, la vie et la guerre. Attaquons maintenant les personnages de Michael Bay. C'est là qu'on arrive à une autre habitude de Michael Bay. Ses persos masculins seront toujours terriblement ridicules lorsqu'ils sont en contact avec la jante féminine. Comme je le dis souvent, un des trucs des grands films, c'est de toujours avoir des persos qui évoluent, et il le sait lui aussi. C'est pourquoi il adore toujours présenter des anti-héros, des hommes qui ne sont pas accomplis, qui sont très gauches, mais finalement très attachants. Fait un essai pour l'équipe de foot l'année dernière. Appelle ta mère! Pour ensuite pouvoir leur donner du courage et les faire évoluer. C'est ça que j'aime bien dans ces persos, ils sont faillibles, ils sont humains, ce qui permet de facilement s'identifier à eux, et c'est aussi beaucoup plus intéressant de suivre l'évolution d'un personnage dès le niveau 1, plutôt qu'une Marisou qui roule sur le jeu la main dans le slip. Mais Michael Bay ne s'arrête pas là. Il adore rajouter encore et encore des choses dans ses films. Ses persos parlent énormément, ont des émotions et vivent vraiment. Ses persos sont attachants. Et tu verras au travers de cette vidéo qu'il y a vraiment énormément de détails que Michael Bay y met dans tous ses films pour vraiment instaurer du réel. Et ça c'est hyper important, le fait de vouloir créer du réel à travers une myriade de petits détails. J'adore vraiment Red et Betty car elles représentent bien en général les persos de Michael Bay, avec toujours un perso masculin très gauche, mais finalement c'est ça qui le rend unique et attachant aux yeux de la princesse. Étrange! C'est ton nom de famille étrange. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Non! Mais... C'est un tombeur, ce mec! Et c'est là que tu vas me dire que Michael Bay nous présente toujours des meufs princesses qui sont juste là pour être belles, comme beaucoup de films, Mais c'est à nuancer ce que je vais faire maintenant. Un des grands talents de Michael Bay, c'est de réussir pour chaque film à se dégoter une nana encore plus canon que celle du film d'avant. Ouais, ça va, je peux pas le cacher ça. À partir de Transformers 5, il prend le virage de l'après-MeToo car il propose ensuite que des persos féminins plus âgés, plus sérieux et moins dévêtus. Ce qui, perso, me manque un peu. C'est honnête au moins. Même si oui, les filles sont très sexualisées, mais quand tu y réfléchis en fait, ça concerne un plan par film. En tant que petit collégien, j'en avais rien à faire de ton Optimus Prime. Regarde-moi cette beauté. Cette moto a vraiment des courbes. Ah, ça c'est de la belle mécanique. Soyons sérieux 2 minutes. Parce que honnêtement, un cul, c'est un cul. On n'en fait pas un film. Enfin, ça dépend quel genre de film. Bon, je recommence. Les femmes chez Michael Bay sont toujours ultra canon, on l'a compris.
Sauf qu'à chaque fois, ce ne sont pas des femmes sans caractère juste là pour faire joli. On notera que dans toute sa filmo, il n'y a que 4 films où la fille finit par devoir être sauvée par le héros. Tous les autres représenteront un couple de héros à égale puissance qui se sauvent mutuellement sans arrêt. Michael Bay déteste le genre de fille princesse à la Mary Jane, car à chaque fois il les place sur un piédestal par rapport à ses collègues masculins qu'il adore ridiculiser. Michaela s'y connaît bien mieux en mécanique et l'aide à chaque fois pour sauver le monde. Elle sait se débrouiller seule. Je prends le volant, toi tu tires. The Island, ils sont littéralement égaux, même si elle est un peu la suiveuse, mais on ajoute bien que c'est une différence de caractère car lui est un architecte, un concepteur, et donc un fonceur. Armageddon, elle tient tête à son père et n'est pas là pour faire tapisserie, car l'enjeu personnel, ce sera leur relation père-fille. Il y a que dans No Pain No Gain où elle est encore plus conne que les mecs, qui sont déjà de base très atteints. C'est parce qu'ici j'ai plein de bons souvenirs. La première fois que j'ai explosé le crâne d'un mec, ça s'est passé ici. Un carnage de malade. On aura une exception dans Transformers 3 où elle est vraiment filmée de haut en bas et ça parle de courbes parfaites, etc. car elle représente bien la perfection en termes de courbes visuelles que le patron fantasme sur ses voitures. Et donc elle-même. Et je pense qu'il a voulu créer une opposition visuelle entre des courbes mécaniques parfaites et des courbes humaines parfaites, comme c'était censé être le dernier Transformers qui oppose les humains aux Decepticons. Clairement, on a des persos féminins forts qui prennent des décisions, elles font partie du récit et elles ont un impact dessus, ce ne sont pas des persos qui subissent le scénario. Mais surtout, grand point essentiel, leur utilité ne vient pas de leur corps. Dans beaucoup de films, lorsqu'on doit rendre un perso féminin utile à l'intrigue, on la fait séduire le méchant. Fast and Furious 5, ils ont besoin des empreintes digitales du mafieux local et c'est Giselle qui se dévoue pour aller le draguer. Dans Jumanji, Ruby est obligée de faire une danse très sensuelle pour distraire les gardes. Leur utilité dans le scénario vient de leur capacité à séduire, et perso j'ai horreur de ça. Ce qui n'a jamais été le cas dans les films de Michael Bay. C'est quelque chose qui lui tient à cœur car même les films où il est simple producteur, on ne retrouve jamais cette mécanique. Et là on va revenir à la sexualisation car si on étudie bien en fait tout ça, on s'aperçoit qu'en fait ça ne concerne généralement qu'un seul plan dans le film, et ce plan se retrouve dans la bande-annonce. Et là c'est que du marketing, surtout pour Transformers. À chacun de ces films on aura un plan un peu iconique avec la fille, où on la met bien en avant, bien en valeur pour la bande-annonce. Faut aussi être réaliste, le sexe c'est vendeur, sinon on n'aurait que des acteurs moches dans les films. Sinon la vie d'Adèle n'aurait pas eu ce succès, sinon OnlyFans n'existerait pas. Du coup, pour Pearl Harbor spécifiquement, j'ai pas vraiment vu ce genre de plan, mais ce serait quand même bizarre vu le contexte historique. Mais fallait évidemment que j'en parle car finalement, Evelyn est le perso féminin le plus effacé de sa filmo. Ce qui n'empêche qu'elle est bien, elle affronte l'attaque comme les autres et prend des initiatives sur le moment. C'est un perso qui prend des décisions difficiles et qui s'y tient. Evelyn est un perso avec des valeurs, et si elle est si effacée, c'est surtout car c'est un perso timide et introverti. Et concrètement, ça a changé depuis MeToo. Les filles sont maintenant plus âgées, plus vêtues, mais elles en deviennent trop sérieuses, trop figées, quelquefois maladroites, comme leur homologue masculin, mais en définitive, elles font tapisserie car on ne ressent pas beaucoup de vie dans leur perso. Pour le coup, je regrette donc cette époque car Michael Bay a le même problème que James Gunn. Ils ont tous les deux beaucoup de mal à faire vivre leur perso féminin, car maintenant je les trouve trop sérieuses, trop parfaites, comme si on n'osait plus rien faire avec par peur. Et le tout fait plus générique, moins émotionnel, et donc moins prenant. Six Underground et Ambulance, je trouve que ça manque de vie dans le jeu des femmes. C'est ça le plus gros problème du Wokistan. Avant, on n'encadrait pas les artistes, ce qui donnait soit le meilleur, soit le pire. Mais aujourd'hui, avec cette surabondance de cahiers des charges et cette peur viscérale en fait du public, du bad buzz, tu ponds une œuvre qui se veut la plus neutre possible. Et si c'est neutre, ça manque de réel, car la vie n'est pas neutre. Il y a des hauts, il y a des bas, et les gens qu'on aime suivre ont des personnalités fortes. Plus tu essayeras de ne choquer personne, et plus tu t'éloigneras en fait de la réalité que tu essayes de créer. Et depuis l'affaire MeToo, je trouve qu'on présente sans arrêt des hommes soit comme des agresseurs, des gens dangereux, soit comme des grands débiles qui sont obligés d'avoir une femme avec eux s'ils veulent survivre. Je pense que si l'image des hommes s'est autant dégradée depuis des années, c'est aussi à cause de films qui appuient dessus en nous présentant très souvent des trous du cul à l'image, toujours accompagnée d'une femme parfaite, mais finalement insipide. Ou alors on prend une femme et on la masculinise à fond et on la rend ultra indépendante. Perso, j'y vois juste une régression globale de la qualité des personnages qui nous sont présentés.
que ce soit masculin ou féminin. De plus, Michael Bay, dès ses débuts, voulait un casting de tout horizon. Bad Boy, son premier film, présente 2 enquêteurs à la peau noire, et ce film n'aurait pas dû être un succès selon les croyances de l'époque. Si tu observes bien, ce film a été créé pour le marché secondaire, celui de la télé et des DVD, mais pas pour être diffusé au cinéma. On aura toujours de très gros plans sur nos acteurs, bien centrés dans le cadre, et très peu de plans larges pour que ça passe bien sur une télé 4/3. C'est pourquoi il a rajouté Cuba Gooding Jr. Ici, il interprète le marin Doris Miller qui a descendu 6 avions avec un calibre 50, alors qu'il n'avait jamais été formé dessus, et que tout le monde évacuait le bateau. C'est le premier afro-américain à recevoir la Navy Cross. Tout ça pour dire que dans tous les films de Michael Bay, on aura un casting multiculturel avec des femmes à personnalité forte, qui ont des valeurs, qui sont utiles à l'intrigue, car la volonté de Michael Bay, c'est d'être au plus proche du réel. Et ça passe aussi par l'image, car il a un style très reconnaissable. Le truc le plus marquant chez Michael Bay, c'est qu'il adore le soleil. Tous ses films transpirent la chaleur de la côte ouest. Avec lui, c'est très simple, soit ça se passe en Californie, soit en Floride. Et il adore les couchers de soleil. Il adore tourner en multicam des scènes avec un soleil rasant le sol pour donner un gros contraste sur les visages et bien mettre en avant les yeux lumineux de ses acteurs. Ce que justement la plupart des réals ne veulent pas faire car ça demande à ce que la scène ne soit jouée qu'1 ou 2 fois. Lors d'un coucher de soleil, la fenêtre de tournage est très restreinte, donc les réals savent que si c'est raté, faudra recommencer le lendemain, en espérant qu'il pleuve pas, en espérant qu'il n'y ait pas de nuages aussi. Mais lui, il a confiance en ses acteurs, il a confiance dans ce qu'il fait. Surtout qu'en tant que cinéphile, il a appris quelque chose de fondamental dans le cinéma. Les défauts créent la vie. Les improvisations, les petits ratés lors d'un tournage rajoutent de la vie à ses films. Hey! 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 Get that thing to stop, huh? Looking at us, looking at us. Get that thing to stop! Bumblebee. Un perso parfaitement éclairé de bout en bout donne le sentiment de quelque chose d'irréel. Tu prends Civil War ou No Way Home, ce sont des films majoritairement tournés sur fond vert. Et je trouve que cette surabondance de CGI, de perfection des images, des éclairages et tout ça, ça donne quelque chose de faux. On peut aussi s'étaler sur la qualité des CGI pour ces films, mais c'est pas le sujet. Si Davy Jones marche encore si bien aujourd'hui, c'est grâce au jeu d'ombre, il y a toujours du contraste sur son visage, ce que l'on retrouve peu chez Marvel. De plus, tourner dans des environnements chauds a un autre avantage. Nos acteurs transpirent, ce qui se cumule avec pas mal de techniques pour salir l'image et lui donner des défauts. Les surexpositions, les lens flares ou encore les contrastes très élevés avec les couchers de soleil, plus toute la terre soulevée lors d'explosions et qu'on retrouve sur les visages. Ce qu'on pourrait considérer comme des défauts sont en fait voulus. Tout ça est là pour salir l'image. Il veut que son univers et ses personnages soient sales car le monde est sale, les humains sont sales. Et c'est cette saleté qui rend crédible ces histoires. Tout comme le Faucon Millenium et le premier Star Wars, j'avais fait une vidéo dessus. La saleté et les défauts apportent de la véracité car ça donne du vécu, du temps qui est passé et donc une existence réelle. C'est pour ça que dans le premier Star Wars, tout est sale et poussiéreux, en particulier le Faucon Millenium, car la saleté donne de l'âge à l'univers. Et s'il est âgé, alors ça veut dire qu'il a vécu avant le film et qu'il continuera de vivre après. Nos persos sont humains et ont du vécu. Ils interagissent avec le monde et cette saleté est le résultat du temps qui passe. Salir et faire transpirer ces personnages rajoute du vrai à l'univers. Après voilà, faut aussi citer les défauts comme le fait qu'à chaque film, on aura des ombres de caméra. Sans parler des faux raccords lumière, ça fait partie des défauts, mais perso, ça me choque pas et j'aime bien. En fait, j'aime les films avec des défauts car ça rajoute du réel. La recherche absolue de la perfection de l'image, je trouve que ça n'a aucun sens car ce n'est pas le sujet. Notre sujet, c'est les personnages. D'ailleurs, tiens, retiens bien un truc, c'est que si tu rencontres des gens du cinéma français, s'ils te parlent de leur film, ce sera toujours comme ça. Ouais, on a tourné avec le réal Monsieur X, vraiment quelqu'un de formidable, on a fait des images magnifiques. Et les étudiants qui font des courts-métrages, ce sera toujours « Ouais, les images sont magnifiques, on est trop content avec l'équipe, ça rend super bien... » Mais du coup, ton histoire et tes persos, c'est quoi? Si ton film c'est que des belles images, hésite pas à les mettre sur Shutterstock, Surtout quand ils font leur Nikon, là, c'est infernal. Ah, ça va, c'est juste une petite critique rapide, mais ouais, en général, ils te présentent jamais le pitch ou le scénario, ils te présentent directement le fait que c'est des images magnifiques et qu'ils sont trop contents. Alors que c'est absolument pas le sujet, en fait. Donc là, en termes d'image, j'ai traité le jour, mais il faut aussi parler des moments de nuit, car Michael Bay a là aussi ses petites habitudes. Dans les plans de nuit, il y aura toujours de la fumée.
Dernier reste des années 90 avec toujours beaucoup de lens flare car il aime qu'à l'image ça bouge. Il aime qu'à l'image il y ait de la consistance. Ça aussi en tant que réalisateur, il sait que la vie n'est que mouvement. Il faut que dans l'image, il y ait du mouvement et ça passe aussi par le choix de la technique, très souvent avec une grue, c'est son truc. Il a essayé le drone sur ambulance, mais ça marche que la moitié du temps. Il a une esthétique bien à lui car il ne travaille quasi jamais avec le même chef opérateur. Chacun a apporté sa patte, mais finalement, ça dure jamais longtemps car Michael Bay est un touche-à-tout. Si t'as pas la même énergie que lui ou si t'es pas capable de ravaler ton ego, bah tu dégages quoi. Et ça c'est très classique sur la plupart des tournages, hein. Le chef-op il veut avoir le contrôle total sur l'image, mais le réalisateur aussi, donc ça devient très vite une guerre d'ego. Après peut y avoir l'effet inverse, Peter Jackson y en a parlé récemment, il a expliqué que s'il n'avait pas fait de fiction depuis 12 ans, c'était parce qu'il essayait de se remettre du décès de son directeur photo avec qui il était très proche. Je crois que les plans à la grue, c'est vraiment ce qui le définit, hein, Michael Bay. Son truc, ça a toujours été de filmer en multicaméra, et la principale est soit sur dolly, soit sur grue. Regarde-le là sur la dolly, c'est excellent, on dirait qu'il a une mitrailleuse dans les mains, et je trouve que cette image résume parfaitement sa personnalité artistique. Lui, il est là pour s'éclater sur les tournages, et dans tous ses making-of, ça se sent. Les dolly, honnêtement, j'ai vraiment eu l'occasion d'en faire le tour sur plein de tournages, précisément le même modèle que là. C'est un outil vraiment super quand t'arrives à bien le maîtriser. Bah tiens, vas-y, je t'analyse rapidement cette image. En général, tu auras le chef machinot qui lui s'occupe de faire avancer ou reculer sur les rails la dolly comme on le voit là. C'est vrai que ça se voit pas trop, mais c'est posé sur rails de travelling qu'on doit en amont poser au sol. Les rails, c'est genre des morceaux de 2 mètres en fait, que tu assembles, selon la longueur des rails que tu veux, que tu ensembles et ensuite que tu visses. Le plus long en fait c'est l'équilibrage, parce que forcément le sol n'est jamais droit, donc tu vas mettre tout un tas de petites cales en bois et ensuite faire l'équilibrage sur chacune. C'est un peu long, mais après dès que tu as fait ça, c'est super. Et avant que les experts Facebook me tombent dessus, oui je sais, ce genre de cale porte on n'en utilise pas, on utilise plutôt des cales plates de différentes épaisseurs, mais j'ai pas trouvé d'autres vidéos pour illustrer ça. Ensuite, tu poses la dolly sur les rails, et ce qui est cool, c'est qu'elle est livrée avec vraiment tout un tas d'accessoires que tu choisis de rajouter. Déjà, essentiellement, le siège pour que le chef-op puisse se poser dessus. Là, de ce que je vois, il y a aussi des repose-pieds de chaque côté, ainsi que ce qu'on appelle des déports. C'est des pièces métalliques, en fait, qu'on assemble pour éloigner la caméra. Là, elle est parfaitement positionnée à l'avant, car le plus gros du poids d'une dolly, c'est dans le bloc où il y a écrit Chapman. Dans ce bloc, en général, tu as un petit compresseur et une réserve d'air pour faire monter ou descendre le vérin, qui lui est relié à la caméra, avec les déports. Tu vois. Bon, je sais pas si c'est très clair. Seul souci sur les modèles à vérin, c'est que comme tu utilises de l'air compressé pour faire monter ou descendre la caméra, eh bien tu dois le rallumer très souvent, car tu as le droit dans le réservoir qu'à 1 ou 2 montées. Bon, encore une fois, ça dépend des modèles. Et tu peux le recharger que entre les prises, car évidemment, ça fait un boucan pas possible. Là, on voit très clairement le câble électrique. En règle générale, on positionne la caméra soit au centre, soit en déport vers l'avant comme ici. Le bloc mécanique sert de contrepoids. En revanche, si par exemple tu positionnes la caméra sur le côté, tu risques de faire basculer la dolly. Alors on positionne des gueuses sur le côté opposé. Une gueuse en fait c'est un gros sac de sable qui est uniquement là pour avoir du poids, pour faire du poids. En général on le met en fait sous les éclairages pour bien les stabiliser, pour éviter que si quelqu'un en fait tape dedans avec son pied, l'éclairage il tombe. Sur les dolly spécifiquement, si la caméra est de côté, on positionne les gueuses sur le marchepied ici, en imaginant que la caméra se trouve de l'autre côté. Tu vois, pour faire contrepoids. Et quand tu dois déplacer le diable avec les 100 kg de gueuse qu'il y a dessus, franchement bon courage. Parce qu'à chaque fois c'est un truc super vieux, qui a sûrement déjà tourné dans les films de Méliès, forgé par Sauron le truc. Parce que le diable qui transporte les gueuses, ça franchement, là c'est un mini traumatisme quand même. En termes d'accessoires, on voit à l'arrière que le machinot a positionné les poignées et un retour caméra pour lui. Il est sur le côté car quand tu dois avancer, tu évites de marcher au milieu des rails car à tous les coups, à un moment tu vas taper dans les cales en bois et là, l'équilibrage il n'y en a plus et c'est à refaire. Niveau roues, il faut aussi savoir que là elles sont positionnées en parallèle, mais tu peux aussi les régler pour avoir 2 roues directrices. Parce que quand tu les déplaces, en rail en tout cas, t'es obligé d'avoir 2 roues directrices, un peu comme sur une voiture. Mais t'as aussi d'autres réglages pour qu'elle roule à la manière d'un crabe, tu vois, ou de côté de manière transversale, comme ça. Il faut aussi savoir que ce n'est pas possible d'acheter une dolly sur tous les Chapman car c'est américain et donc protégé par des brevets. Tu ne peux que les louer, tout comme les caméras Panavision.
On voit ici qu'il a aussi son stock de gaffeurs, alors c'est du gros scotch de couleur car ça lui permet de mettre des repères visuels à différents endroits qui lui serviront de repères à tel moment dans la scène. Là en haut à gauche nous avons le pointeur, celui qui fait la mise au point, en général l'assistant caméra. Il tient dans sa main un retour vidéo sans fil et la molette ici c'est celle qui sert à changer la mise au point à distance. Lui aussi met ses repères de mise au point en amont. D'ailleurs tu avais vu que le pointeur fait un caméo dans Pearl Harbor? Attends, si t'as pas vu je la remets, c'est rapide. Moi, je trouve ça marrant. Niveau caméra, on n'y voit pas grand chose, hein. Tout ce que je vois, c'est son retour vidéo ici, et il y en a toujours un aussi sur le côté qui sert au pointeur quand il n'est pas à distance. Dernière chose concernant les rails de travelling, car il y a deux types, les larges et les étroits. Là, tu as cette pièce métallique sur chaque roue qui permet d'écarter les roues, et donc d'augmenter l'espace entre chaque roue. Ça permet d'avoir une meilleure stabilité. Il y a des rails qui permettent d'être réglés soit larges, soit étroits, mais d'expérience, en fait, c'est un peu de la merde. On utilise presque toujours des rails larges, mais il y a aussi des rails étroits pour les intérieurs, car ça prend évidemment moins de place. Et surtout, ça permet de passer entre les portes, car sinon, ce serait trop large. Pour finir, nous avons ce mec derrière qui est là pour balancer plein de poussière juste au-dessus de la caméra, car Michael Bay aime le mouvement, mais aussi la saleté, car ça rajoute de la vie. Voilà pour la petite explication. Pour une fois que je parle de machinerie, si ça t'a intéressé, n'hésite pas à me le dire en com, peut-être que j'en rajouterai dans les prochaines vidéos. Et puis à t'abonner aussi, tant que t'y es, voilà. J'aime beaucoup cette première heure de film avant l'attaque. Tout le monde est beau et bien habillé, il y a beaucoup de romantisme, et comme je suis un grand romantique, ça me fait un peu rêver tout ça. Cette première heure joue totalement à la carte de l'insouciance et de la jeunesse, tandis que la menace arrive. J'aime beaucoup le personnage de Rafe, car son côté gauche casse totalement l'image de l'aviateur ultra beau gosse, et Evelyn a elle aussi du caractère, même si elle est plus introvertie que lui. Le seul qui est très effacé, c'est Danny, c'est pour ça que je trouve que ce triangle amoureux est très bancal, car Danny prend de l'importance uniquement lorsque Rafe part en Angleterre. Ici, ils se quittent à la gare, ils sont illuminés par cette lumière à gauche, car c'est leur passé, leur enfance vécue ensemble, qui est leur lien fraternel. Pour finir sur l'image, on aura toujours des grosses pointes de surexposition, là encore pour créer du défaut, et donc du réel, en particulier de nuit. Que ce soit de jour ou de nuit, Michael Bay adore la fumée car ça crée du mouvement dans l'image. C'est moins voyant de jour car cette poussière en suspension a deux vocations, avoir un style cinématographique bien appuyé et avoir des lumières rasantes qu'il adore. Bref, on avance dans cette phase en atterrissant à Hawaï, lieu de rêve où tout le monde peaufine son bronzage, faisant contraste avec Rafe en Angleterre qui vit la guerre dans le froid et la grisaille anglaise. Ce ciel nuageux, j'appelle ça le Parisian style. Puis présentation des enjeux politiques. Il ne prend pas parti et présente bien les enjeux japonais, car c'est à cause du blocus fait par les Américains que les Japonais ont été poussés à lancer l'attaque sur Pearl Harbor. J'aimerais quand même émettre une nuance, souvent oubliée lorsqu'on parle de cet événement. Faut pas oublier que les Japonais ont assassiné plus de 300 000 civils en envahissant une partie de la Chine, notamment le massacre de Nankin du nom de la ville envahie. Donc c'est pas des gentils. Je te conseille d'aller voir la page Wikipédia si t'as envie d'être dégoûté de l'humain. En tout cas, je trouve qu'il y a un grand aspect du côté japonais. Le film avait un but international et il voulait qu'il soit proche du réel. Il ne voulait pas prendre parti en présentant les Japonais comme des monstres. Et je trouve que ça marche. On respecte leur point de vue, alors qu'un film un peu trop patriotique aurait forcé le côté grand méchant en présentant le massacre de Nankin par exemple. Là, on a les enjeux politiques stricts. Les Japonais sont tout aussi humains que les Américains. Ils ne transpirent aucune méchanceté dans leur action. Ce sont des soldats établissant des stratégies en fonction des ordres qu'ils reçoivent. C'est pour ça que Pearl Harbor finit dans la case super nanar s'il avait été réalisé par un yes man. Michael Bay insuffle comme rarement tout son cinéma, toutes ses habitudes de cinéaste, mais de manière maîtrisée. Entouré par les studios, il ne part pas dans tous les sens. Chaque scène, chaque plan de ce mammouth de 3 heures aura une importance. Le rythme y est parfait. Maintenant, passons à l'attaque de Pearl Harbor. Pour un cinéaste qui adore les contrastes, l'attaque de Pearl Harbor est parfaite. Des chemises hawaïennes, un endroit paradisiaque baigné par le soleil devenant un vrai enfer en ce matin du 7 décembre 41. L'attaque sera présentée en plusieurs phases. La première, c'est l'arrivée des avions. Michael Bay adore filmer tous ces petits moments de vie qui vont être bouleversés. Que ce soit des civils ou des militaires, personne ne s'attend à une attaque. C'est un dimanche comme un autre. Pour renforcer l'aspect menace, l'image se fait beaucoup plus contrastée, même tranchée, et il baisse la saturation. Ici, il insiste bien sur l'aspect vie de tous les jours et insouciance, car même en voyant les avions japonais, personne ne s'affole. Et je ne sais pas qui a dit aux gamins de faire cette gueule, mais... oh my god. Ah vas-y, montre les dents, chef.
fait ton grain. Là encore, c'est de tout petits détails qu'il met dans tous ses films, hein, des petits moments de vie anodins que vivent les PNJ autour de nos persos. Même si ça dure 10 secondes, il met une ligne de dialogue, un regard, une action, car ça apporte de la vie à l'univers autour de nos personnages. C'est l'accumulation de cette myriade de détails voulus qui apporte du vrai. Niveau musique, il y a une légère montée en pression, mais ça reste très léger. Il sait que le spectateur connaît l'histoire, il sait qu'il est venu voir le film pour ce moment, alors il ne veut pas créer une montée en suspense qu'il trouve inutile. Et ça, c'est un parti pris. Kubrick ou Nolan auraient sûrement préféré une très longue montée en pression crescendo, mais Michael Bay ne le fait pas. C'est ni bon ni mauvais, c'est juste une manière de présenter les choses. Jusqu'à ce que la première torpille explose, et là, on passe à la deuxième phase. L'attaque démarre très fort par l'explosion de l'Arizona. Une des explosions les plus impressionnantes du cinéma, je trouve. Bon, oui, c'est que du CGI, mais imagine la puissance qu'il faut pour soulever et plier un bateau qui fait plus de 30 000 tonnes. Pas 30 tonnes, hein, 30 000 tonnes. C'est même pas possible de s'imaginer le poids que ça fait. C'est même pas exagéré puisque des vétérans ont vu les images et ont confirmé que c'est ce qu'ils avaient vu. Et on enchaîne sur la plus grosse explosion filmée de ce film ici. Ça a été filmé avec une dizaine de caméras différentes, et ce sont de vrais bateaux. En fait, lorsque Michael Bay a visité Pearl Harbor pour les repérages, il y avait ces 4 bateaux militaires au mouillage, et il s'est dit « Ah bah, si on les faisait péter... Ça aussi, ça c'est son truc, hein. Dès qu'il voit un truc, il se demande qu'est-ce que ça ferait si on le faisait péter. Hein. » Donc oui, ils ont vraiment installé plus de 700 bâtons de dynamite et des barils d'essence pour tout faire péter en vrai. Car ça, c'est encore autre chose, mais Michael Bay tient à faire le maximum en réel, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je vais pas m'étaler dessus car la vidéo est déjà suffisamment longue, mais ça c'est très bien, hein. Dommage que cette manière de bosser se perd, mais pour moi, filmer le maximum en vrai, c'est une très bonne chose. 3, 2, 1. Tu as ce plan magique des avions avec les explosions derrière. Non, mais là, franchement, si t'as pas aimé le film, tu peux pas me dire que ce plan est pas magnifique. Et beaucoup trop court. Ce que je reproche beaucoup à Michael Bay, c'est qu'il ne laisse pas les plans vivre dans la durée. Comme ce plan dans Armageddon, hein, beaucoup trop court. Ça aussi, c'est un des problèmes de Michael Bay. Il a sans arrêt des plans oufissimes, mais il ne les laisse pas dans la durée. C'est d'ailleurs un des points négatifs qui revient souvent de la part des critiques, c'est que les scènes d'action seraient peu lisibles. Moi, j'ai pas ce problème. Je dirais que c'est lisible, mais fatigant car les plans sont rapides et très chargés en détails. Pour le coup, c'est le descendant parfait d'Eisenstein, car il privilégie les sensations à la compréhension. Mais c'est logique, hein, c'est un cinéma de sensations et non un cinéma de sous-lecture. Mon premier dossier d'études était sur Eisenstein et j'avais été très étonné d'apprendre qu'en fait le cinéma américain avait comme fondation le cinéma russe. Et je te conseille Octobre et le Cuirassé Potemkin qui sont 2 films qui se complètent. Après, ça va pas être la soirée de ta vie, hein. Comme d'habitude, il placera un plan en contre-plongée tournant sur ses persos pile au moment où ils montent de niveau. Peut-être qu'en fin de compte, je voulais plus être égal à, je voulais être mieux que. Bah oui, on a des persos qui évoluent dans le film, et il placera toujours ce genre de plan pile au moment où notre perso évolue. On passe à une nouvelle phase, la riposte. En tout cas, la tentative de riposte car on insiste bien sur la raclée monumentale qu'ils se prennent. On aura simultanément 3 points de vue. Rafe et Daniel à l'aérodrome, Evelyn à l'infirmerie, et Miller qui se met au canon de 50. On présente aussi le fait que les civils étaient également dans la bataille. Ça, ils auraient peut-être voulu le cacher pour être plus politiquement correct, mais c'est une réalité, hein. Il y avait des zones remplies de civils qui longeaient les installations militaires, donc forcément, ça crée des dommages collatéraux. Ce qui finalement leur a coûté la victoire, car Pearl Harbor n'a pas été une totale réussite. Lors de cette attaque, il y avait 2 objectifs principaux, détruire les aérodromes et toute la flotte du Pacifique au mouillage. S'ils avaient réussi à détruire les réserves de pétrole, alors le Japon aurait pu envahir les États-Unis et avancer jusqu'à Chicago sans rencontrer de menaces réelles. L'attaque de Pearl Harbor reste un semi-échec, ce qui explique pourquoi les États-Unis ont réussi à se relever aussi vite. On insiste bien sur le grand courage de Doris Miller qui se met au canon de 50 alors qu'il n'avait jamais été formé dessus, et il descendra 6 avions. Et ça c'est pas montré dans le film, mais en réalité tout l'équipage évacuait le bateau, et lui s'est mis au canon de 50 pour protéger ceux qui s'enfuyaient. Un homme très courageux encore. À l'infirmerie, Evelyn commence à accueillir les nouveaux blessés et on a des plans débulés. Ça aussi, Michael Bay adore faire ça. Je t'en avais parlé dans ma vidéo sur le film Thor,
Cette pente que l'on monte ou que l'on descend en fonction des réussites ou des échecs de nos personnages. Ici, Evelyn descend cette pente, car on passe d'une infirmerie inutile où il y a trop d'espace et de personnel pour s'occuper des coups de soleil, à une vraie situation de crise où tout s'effondre. Rafe et Danny de leur côté essayent d'avoir un avion. On insiste beaucoup sur ce caméraman, et là c'est un hommage à tous ces techniciens qui étaient volontaires pour filmer et dont beaucoup ne sont pas revenus. Par exemple, pour le débarquement en Normandie et l'invasion de la France, ils étaient tous volontaires et étaient étudiants dans une école de cinéma en Angleterre. Et là c'est mon hommage perso car ils font partie de la famille du cinéma quand même. Richard Taylor est en effet touché par une balle allemande pendant l'assaut sur la plage. Blessé au bras gauche, il continue pourtant de tourner des images, aujourd'hui conservées. Il y a d'ailleurs 5 grands cinéastes là-dedans, John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra et George Stevens. Il y a un superbe docu sur Netflix qui traite très bien le sujet, notamment l'impact que la guerre a eu sur eux et sur la manière de travailler, en tout cas leur côté artistique. Tout ça en description comme d'hab. Michael Bay adore aussi scinder son film en plusieurs parties, et souvent chaque partie sera délimitée par une réplique d'un personnage. Je crois qu'on vient d'entrer en guerre. C'est à la suite de cette phrase qu'on rentre dans une nouvelle étape de la bataille, plus dramatique, plus triste. Certains diront que c'est du gros pathos américain, mais moi j'aime le pathos quand ce n'est pas exagéré, hein. On est avant tout devant un drame. On filme tout à taille humaine car c'est un drame humain, et on rajoute des touches visuelles comme ici. Home, la maison, qui est maintenant sous l'eau, tout comme le drapeau américain. On a une musique très dramatique et douce car l'état de sidération est passé, et nos persos se rendent compte maintenant que la guerre est vraiment là et qu'elle a déjà fait de nombreuses victimes. Ça aussi, Michael Bay considère que la musique n'est pas que accompagnatrice de l'image, hein, c'est elle qui donne l'ambiance au film. Ce qui fait qu'il y aura toujours des musiques très présentes et reconnaissables dans ces films. Et malheureusement, je peux pas m'étaler dessus car j'ai pas les droits de la musique, mais bon, elle est super, c'est du Hans Zimmer, donc évidemment que c'est dans mes musiques de films préférées. À l'infirmerie, on aura des plans flous autour d'Evelyn pour bien imager la folie que ça devait être. Ça aussi, Michael Bay est un expert sur le sujet, hein. Il suffit de rajouter une lentille en plus dans l'objectif pour tout déformer. Dans Transformers, c'est aussi utilisé mais de manière différente pour obtenir ce genre de lens flare. Cette lumière qui prend tout le cadre, qui est là pour salir l'image. Que spécifiquement je déteste, hein. J.J. Abrams aussi, il adore faire ça, mais perso, ça me rappelle juste que c'est filmé à travers un objectif et ça me sort du film. On passe à la dernière partie avec Rafe et Danny qui peuvent enfin lancer une contre-attaque à bord de leur avion. Pour moi, une des meilleures scènes de combat aérien du cinéma. Ils avaient 16 avions pour le tournage. Et des vrais, hein, pas des répliques, vraiment, les avions historiques, ils les ont fait voler, ça aussi c'est un truc de fou. De son côté, Evelyn doit trier les blessés et découvre que Betty est morte. Mais pourtant, elle reste concentrée. Tu vois, ça reste un perso fort, elle doit choisir en 2 secondes qui a une chance de s'en sortir, voit sa collègue morte, et pourtant, elle continue à bosser. Et ça reste un perso fort pour moi quand même. Et la fin de cette phase de panique se finit par cette phrase. Je sais plus quoi faire, je sais plus où je dois aller. Elle correspond totalement à l'état de sidération de l'Amérique ce jour-là, qui ne s'attendait absolument pas à une attaque surprise de cette ampleur. Et c'est cette phrase qui conclut l'attaque de Pearl Harbor. Et pour moi, c'est aussi cette phrase qui résume le sous-entendu du film. J'aime bien avoir comme ça une phrase d'un discours ou d'un dialogue que je sors du film et qui le résume parfaitement, et là pour Pearl Harbor, pour moi c'est celle-ci. On entre dans une phase de tristesse intense où l'on découvre la totalité des dégâts et des victimes, notamment l'Arizona. Là, c'est la phase de deuil. Et comme dirait ma grand-mère, on a encore envoyé des jeunes mourir pour les délires d'hommes qui ne veulent pas se battre eux-mêmes. Une Amérique surprise par le chaos dans ce paradis vert qui, aujourd'hui, est de cendres. Et toujours des plans monstrueusement ouf. Ça, c'est un tableau. Ou encore celui-là, où c'est l'ampleur du désastre. Bon, ok, ça pue quand même trop au CGI, j'avoue, mais c'est beau. Phrase qu'il n'a jamais dite et qui est reprise dans le film Midway, mais qui reflète bien ce qu'il pensait à l'époque, hein, car Yamamoto était contre cette attaque. Evelyn à l'infirmerie est au bord de l'épuisement mais tient toujours le coup grâce aux 2 piliers de sa vie, Rafe et Danny. Au milieu de ce chaos, leur querelle amoureuse n'a plus vraiment d'importance. Il y a 2 moments que j'aime beaucoup dans cette phase de deuil. Lorsqu'ils donnent leur sang et qu'un soldat meurt en direct devant eux alors qu'on lui donne les derniers sacrements, et ces mains que l'on tient des hommes qu'on tente de sauver en vain. Ça, c'est vraiment une image très forte, je trouve. Tendre la main pour aider l'autre et être totalement impuissant.
Cette image pour moi représente très bien ce grand drame qui a frappé les États-Unis. Image qui fait transition avec le vrai discours de Roosevelt qui avait la lourde tâche d'expliquer l'attaque, tout en étant hyper ferme sur la contre-attaque qui allait suivre pour qu'il n'y ait pas une panique générale. Une date à jamais entachée d'infamie. Ce discours se finit là aussi par une image symbolique, cette main blanche et cette main noire, unies, représentant les États-Unis, affrontant le deuil des victimes de cette attaque. Car cette attaque a vraiment touché tout le monde, que vous soyez blanc ou noir, vous étiez unis dans le deuil. Et c'est aussi ça que Michael Bay a voulu mettre en avant, cette unification des couleurs de peau dans son film, même si c'est la main de Danny, on est d'accord, mais symboliquement en termes d'image, c'est ça. Michael Bay adore aussi les ralentis car ça lui permet au niveau du montage de réguler le rythme à sa guise et d'accentuer certains moments d'émotion. Ça, personne n'en parle, mais Michael Bay est un des très rares réalisateurs qui monte ses films. Ici, il présente sa salle de montage perso chez lui. Et moi, ça me vend du rêve. Car Michael Bay a commencé sa carrière comme réalisateur de clips musicaux. Il en a réalisé plein que je vais pas détailler ici, mais ça montre bien que sa base créative est le rythme. Et c'est aussi ça Michael Bay, des plans qui s'enchaînent très vite, tout le temps. Ce qui fait que je trouve que ces films sont globalement fatigants. Alors c'est normal, c'est un style de cinéma rapide, on ne s'ennuie pas, mais il y a des films comme Transformers 2 et 5, Bad Boys 1 et 2 ou Armageddon, qui sont limite trop rapides. Pearl Harbor, c'est vraiment le film de sa filmo où il est le plus sage et c'est aussi pour ça que j'ai choisi. Transformers 3 dans la saga, je le trouve parfait en ce qui concerne le rythme. Alors que le 5, mais c'est un bordel. J'arrive pas à le revoir le 5 tellement que c'est... Il a vraiment un rythme psychédélique, c'est sa patte, mais c'est aussi ce qu'il maîtrise le moins car soit c'est trop rapide, et donc c'est casse-tête, soit potentiellement trop lent. Transformers 3, moi c'est mon préféré, il y en a beaucoup qui trouvent qu'en fait il manque de rythme, mais perso j'aime quand c'est un minimum calme. Après tout je suis devant un film pour me détendre un minimum, et pas pour me faire hurler dessus. Ah ouais, et moi je suis un vrai comique. Et je suis à chier, et j'ai besoin de ta bagnole. Je suis pas Wesley Snipes, je faisais juste un tour avec le prince des connards. Oh, fous la veilleuse. Alors tu veux qu'on siffle la merde? Bah tu veux un gueule à t'en fais une montagne pour une misérable frite de merde. Non, t'en fais une frite, mais pour ton manque de respect pour la Oh mais vos gueules. C'est là où tu captes que c'est un artisan, car Transformers 2, le public s'était plaint que ça allait trop vite, et je suis un peu d'accord. Du coup dans le 3, il a ralenti et les gens ont dit « c'est trop lent ». Il est un peu casse-couille le public des fois. Maintenant on entre dans la troisième grande partie de ce film avec la contre-attaque, l'opération Doolittle. On se retrouve sur un vrai porte-avions avec 3 vrais B-25, et ça a été galère car il y avait des avions qui décollaient ou atterrissaient pendant qu'ils tournaient. Pour le décollage des 3 B-25, tout a vraiment été filmé sur un porte-avions, c'est un truc de fou. Et ce jour-là, il y avait du brouillard et Michael Bay a demandé à faire déplacer le porte-avions dans un endroit de la mer avec du soleil. Dans le making-of, il est lui-même étonné que l'armée ait accepté. Ils avaient 3 heures pour tourner et il y avait 3 B-25 qui ont véritablement décollé de ce porte-avions. Rien que ça, c'est un truc de fou. Durant le bombardement, on a des plans aériens magnifiques. J'aime beaucoup celui-ci car on reprend encore un moment de vie anodin, mais cette fois-ci côté japonais. Je dirais qu'on est quand même sur du gros cliché, mais il adore faire ça dans tous ses films quand ça concerne d'autres pays. On se souvient un peu de la représentation française dans Transformers, hein. Pas très accurate, hein. On finit par Rafe qui perd son frère Danny. Là aussi émotion, mais je t'avoue que cette dernière demi-heure est là moins bonne et j'ai pas grand chose à dire dessus. Bon allez, si vite fait quand même. Là aussi on voit qu'Evelyn c'est un perso avec des valeurs et qui est forte parce que elle sait qu'elle est enceinte de Danny et elle prend la décision de rester avec Danny. C'est elle qui prend la décision parce que c'est ses valeurs et donc elle quitte Rafe. Donc c'est un perso fort, tu vois. En tout cas c'est un perso qui prend des décisions et j'aime les persos qui prennent des décisions. Voilà. Ah et puis aussi autre chose, c'est qu'il aime bien placer ce qu'on appelle des plans qu'on appelle christiques. C'est-à-dire placer le perso avec une croix chrétienne quelque part. Et là, Danny meurt assassiné par les ennemis, tout comme Jésus. Et on place le drapeau américain bien dans le cadre, car on est avant tout dans un film patriotique, hein. C'est le cahier des charges. Et Roland Emmerich il fait pareil dans tous ses films, hein. Il y aura toujours un drapeau américain à un moment. On y inclut un hommage à l'Arizona avec ce plan filmé sous l'eau par Michael Bay lui-même. Ils ont d'ailleurs fait une cérémonie d'hommage à la fin du tournage avec toute l'équipe et les vétérans. On finit par cette vision idyllique de cette famille créée par Rafe et Evelyn, élevant l'enfant de Danny. C'est un petit happy end, tout n'est pas rose car il a perdu son frère. Même s'il y a eu la victoire, Rafe se retrouve au même point que le père de Danny au début du film. Comme si cette guerre n'avait rien changé. Comme si toutes les guerres n'apportaient jamais rien de bon mais uniquement des pertes et des traumatismes.
pour finir par cet avion s'éloignant vers la droite. On boucle ce film en reprenant la scène du début, pour bien montrer l'éternel recommencement. Et ce qui est vraiment fou, c'est qu'il est sorti en mai 2001, et 3 mois plus tard, les États-Unis subiront un nouveau Pearl Harbor. Là aussi avec des avions, là aussi avec un nombre de victimes équivalent, et de nouveau une entrée en guerre. Comme quoi, l'histoire est vraiment un éternel recommencement. Malgré un budget énorme pour l'époque, il rapportera 816 millions de dollars, ce qui est considéré comme un semi-échec vu les ambitions. Mais il est largement rentable. Et pourquoi cet échec alors? Pourquoi n'a-t-il pas convaincu? Eh bien, je pense que ça vient de 2 choses. Premièrement, le marketing, qui a trop voulu surfer sur la vague de Titanic en reprenant le même genre d'affiche. À trop vendre une belle histoire d'amour qui finalement n'est pas centrale dans le film, bah tu déçois, et ça se voit sur les chiffres du premier jour de vente, car il a fait 2 fois plus que Titanic, mais ça n'a pas tenu sur la durée. Au contraire de Titanic justement, qui lui a vraiment duré sur la durée. Duré sur la durée. Bon, on va dire que c'est français. Et deuxièmement, si ça n'a pas tenu sur la durée, c'est aussi car il reste moins bon que Titanic. À trop vouloir tout faire en même temps, un triangle amoureux, l'attaque de Pearl Harbor, puis la contre-attaque, le film se perd un peu dans ses ambitions et oublie le cœur du film qui était le triangle amoureux. Mais aussi la bataille de Pearl Harbor qui ne dure que 33 minutes sur un film de 3 heures. Si Titanic a aussi bien marché, c'est qu'il a réussi à engranger un fric monstrueux sur la durée. Beaucoup de gens sont allés le voir plusieurs fois car le film se concentre vraiment sur ces 2 personnages et ne s'éparpille pas comme Pearl Harbor. J'aime beaucoup ce film que je considère comme un des meilleurs dans le genre malgré ses défauts, et c'est là qu'on peut se poser la question du pourquoi ce genre de film est très mal vu par les critiques. Pourquoi en faisant cette vidéo, il y a moyen qu'on m'explique bien en commentaire à quel point ce film c'est de la merde, à quel point Michael Bay c'est de la merde, car c'est quelque chose d'établi. Si tu veux paraître sérieux et cinéphile, il ne faut pas aimer ce type de film américain. Mais franchement pourquoi ? Pourquoi en tant que critique et cinéphile, je n'aurais pas le droit d'aimer ce genre de film ? Pearl Harbor peut paraître un peu niais avec cette jolie musique lyrique entourant des images au ton sépia où se déroule un triangle amoureux éternellement romantique. Mais si j'aime ce film, c'est avant toute chose pour son ambiance. Pour moi, c'est le film représentant le mieux ce que j'imagine de ces années-là. Des hommes d'honneur et droits essayant par tous les moyens de trouver la femme de leur vie. Pour eux, tout se résume aux gens qui les entourent et à une certaine idée de la liberté qui doit être défendue. Je sais qu'en aimant ce film, c'est pas forcément bien vu. Mais pourtant que j'adore me plonger encore et encore dans ce film, dans une époque où le bien et le mal semblaient plus évidents, où les relations hommes-femmes semblaient plus respectueuses aussi. Semblait, hein, ça reste un film. Une époque où tout problème n'était pas de savoir où trouver l'argent, mais de quoi faire maintenant, à mon échelle, pour régler ce problème. Que dans chaque échange, chaque expérience, chacun soit toujours concentré sur l'autre, et non son téléphone portable. Une époque où le centre de tout était l'humain. Ces années 40 pleines de couleurs et toutes ces femmes au rouge à lèvres. Mais alors, pourquoi ce genre de cinéma à grand spectacle est considéré comme du cinéma bas de gamme ? Il est bien plus simple pour moi de prendre un film de Nolan et de faire l'éloge de son talent, car c'est bien plus accepté que c'est un génie. Pourtant, entre Christopher Nolan et Michael Bay, nous avons 2 types de cinéma hollywoodien qui sont au final très proches. Musique épique, bataille épique, un personnage masculin américain qui doit accomplir une quête en se mettant en danger. Très peu de plans à sous-lecture, des combats que les critiques désignent toujours comme illisibles, 2 approches différentes avec énormément de similitudes. C'est un pur réalisateur du grand public et c'est peut-être pour ça qu'il est considéré comme moins bon que les autres, car il ne s'en cache pas. Finalement, vouloir toucher le plus de gens, c'est pas ça le vrai but du cinéma ? Dans une salle, nous sommes tous ensemble à voir ce film. C'est un lieu de réunion pour toutes les différentes castes d'un pays. Le cinéma n'a jamais eu vocation à être exclusif à une élite. Ça a toujours été un lieu de réunion. Michael Bay est un réalisateur de films émotionnels car il privilégie toujours la forme par rapport au fond. C'est un cinéma de sensation. Alors pourquoi un réalisateur qui veut parler au plus grand nombre est-il considéré comme moins bon que les autres ? Et je pense que si je n'ai pas réussi à intégrer le monde du cinéma, c'est en partie parce que je refusais d'avoir le même avis que la majorité de ce milieu. Car la pensée générale, la moutonisation des idées, veut que tout le monde se doit impérativement d'aduler Tarantino, Nolan, Kurosawa, Tarkovsky ou Godard pour montrer qu'il est sérieux. C'est une des choses qui m'a le plus choqué dans le monde du cinéma, c'est que dans le milieu de l'art, je m'attendais à y trouver que des gens avec une grande ouverture d'esprit, toujours prêts à débattre, toujours prêts à découvrir de nouvelles choses ou à étudier, tu vois, à en parler en tout cas. Et en fait, pas du tout. Vraiment, pas du tout, c'est surtout une guéguerre d'ego généralisée, et si t'as un avis différent du troupeau, alors tu n'as pas de valeur. Et j'insiste sur cet aspect, sans exagérer, c'est pas genre tu es différent et on peut en débattre, c'est juste tu n'as pas de valeur.
Après, voilà, je généralise, hein, il y a toujours des gens différents, et c'est surtout le cas pour la nouvelle génération qui fait partie de la bourgeoisie parisienne. Et eux, c'est vraiment des gens très radicaux, au contraire de l'ancienne génération, qui sont pour le coup de vrais passionnés de ciné et de technique. J'ai eu de bien meilleures discussions concernant les films ou le cinéma avec des techniciens plus âgés, et je trouvais ça fou. Mes meilleures discussions, je les ai eues avec Pierre Beff par exemple, ingé son du Grand Bleu qui a eu un César. Et je me disais, mais c'est fou, j'ai bien plus de points en commun avec un mec de 60 ans qu'avec les gens de mon âge. C'est fou! Ce diktat de la pensée générale est un vrai problème, ce qui explique bien pour moi le déclin du cinéma français. Dans ce milieu, tu te dois impérativement de te moquer du cinéma grand public pour intégrer cette sphère. Sinon, tu es spécial à leurs yeux. Et quand je dis spécial, c'est vraiment l'idiot du village, qui connaît rien en ciné, et il n'y a même pas à avoir de débat dessus, puisqu'ils sont tous d'accord entre eux. Et là, j'insiste vraiment sur l'absence de débat, hein, ça c'est un des trucs qui m'a le plus choqué, car je croyais qu'on était tous des passionnés, et qu'on avait envie d'en débattre, d'en parler, et tout. Le ciné, c'est notre passion. Mais non, il n'y a aucun débat, c'est pas possible. J'en ai rencontré plein en plus qui me regardaient comme un rigolo à me dire « Non mais... évidemment que c'est de la merde, c'est du 100% américain. Ouais, mais est-ce que tu as vu le film ?» Et en général, on me disait « Ah bah non, attends, je vais pas regarder ça, tout le monde sait que c'est des films sans scénar. » Donc tu juges un film sans l'avoir vu ? D'accord. Et c'est aussi sur ce genre de petits détails où tu captes que t'es avec des gens qui aiment bien le cinéma, entre parenthèses en tout cas leur cinéma de niche, mais qui sont pas passionnés de cinéma du tout en fait. Parce qu'en sortie de lycée, ils savaient pas quoi faire de leur vie, ils se sont dit « Ah bah j'aime bien le ciné, de toute façon mes parents ils vont payer l'école, et puis vu que je sais pas quoi faire de ma vie, bah ça va me faire 5 ans d'études, comme ça dans 5 ans je saurai quoi faire. 5 ans plus tard, ils savent pas quoi faire. Du coup, bah hop, bon bah technicien, hein, papa et maman ils vont me pistonner, voilà, technicien, même si j'aime pas ce métier, même si je suis pas ultra fan du cinéma, voilà. Durandal en a aussi fait expérience, puisque c'est pour ça qu'il a nommé ses vidéos « Pourquoi j'ai raison et vous avez tort ». Car cette phrase résume bien la radicalité de la pensée unique de certaines personnes. Parce que c'est marrant, parce qu'on est dans un milieu de gauche, mais c'est fou comme ils se revendiquent de gauche, mais ils ont des méthodes de nazis, de fascistes, tu sais, ce truc de « comme tu penses pas comme nous, on va un peu t'ostraciser, c'est un peu, j'irais comme ça, on te met un peu sur le côté. » Je trouve ça profondément triste, qu'on puisse se croire au-dessus de la mêlée, qu'on puisse se croire hautement intellectuel, alors qu'en fait on n'a aucune réflexion et on préfère se ranger aux idées de ceux que l'on croit les plus sérieux et donc les plus légitimes. Et ça je pourrais extrapoler concernant ma chaîne, car je pense qu'une partie du problème de mes vidéos est que je n'ai pas un langage sérieux et cinématographique. Je parle d'une manière simple pour que ce soit plus accessible. Mais du coup, je fais moins sérieux. C'est triste. Pour être pris au sérieux, il vaut mieux parler de manière intellectuelle, mais c'est faire comme Michael Bay. Privilégier la forme au fond. C'est ça qui est paradoxal, hein. Critiquer une manière de réaliser des films alors qu'intellectuellement tu fais exactement la même. Toujours privilégier la forme au contenu réel. Il y a une chaîne YouTube comme ça qui est un peu la référence de ce genre de choses, je la citerai pas, mais après que tu aies vu la vidéo, t'as l'impression d'avoir vu un truc très intellectuel et réfléchi, alors que si tu analyses vraiment, en fait t'as les 3/4, c'est recracher la page Wikipédia, poser des questions sans y répondre, pour finir par une réflexion si large qu'en fait, t'as rien appris. Et ce que je trouve encore plus hallucinant, c'est que là je parle de mon expérience personnelle, mais ils ont aussi un avis hyper tranché concernant le public, hein. Si c'est grand public, alors c'est de la merde parce que la plupart des gens sont des abrutis. Et là c'est la pensée générale en lisant entre les lignes, hein. Le public est notre client, c'est lui qui achète les billets de cinéma et qui fait vivre le milieu. On ne peut pas cracher sur la main qui nous nourrit, et ça l'ancienne génération le sait très bien, au contraire de la nouvelle. C'est véritablement ça qui explique le profond déclin du cinéma français depuis 15 ans. Car si tu veux, bon, je vais t'en apprendre une bonne, mais jusqu'en dans les années 90, il était plutôt simple d'entrer comme technicien sur des tournages. Il y avait même des apprentis, car c'était considéré comme de l'artisanat. Être technicien cinéma, c'était pas du tout bien vu, hein. C'était des métiers instables, précaires et durs physiquement. Ce qui n'a pas changé. Mais début 2000, il y a une multiplication des écoles payantes, car c'est devenu un business. Et là, les petits bourgeois se sont lancés dedans et ont commencé à gangréner le milieu petit à petit pour essayer de trouver un sens à leur vie. Ce qui explique deux choses. Aujourd'hui, les carrières de techniciens sont beaucoup plus courtes, en général 10 ans, car en sortie d'école, tu vas pas directement dire à tes parents que ils ont balancé 20 000 balles pour rien. Et comme ils ont un ego énorme et ne veulent pas admettre s'être trompés, on fait croire que c'est super classe d'être technicien sur un tournage. Spoil, ça ne l'est pas du tout. Et puis aussi, c'est à cause d'eux que les salaires ont énormément baissé depuis 20 ans. Hein, parce que pour eux, forcément, c'est de l'argent de poche à dépenser en voyage à travers le monde. Donc,
Si on leur baisse leur salaire, ils s'en fichent un peu. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que si tu leur proposes d'être technicien sur un tournage de Michael Bay, mais ils diront oui sans hésiter, car ces tournages, ça a l'air fou. Tu fais exploser des trucs tous les matins, il y a 30 caméras qui tournent en même temps. Si on démolit un bâtiment sans le faire exprès, vas-y, prends 1 million et construis-toi une vraie maison. Enfin, ça a l'air fou. En tant que technicien, t'as envie d'aller à Disneyland. D'ailleurs, le sujet de discussion pendant des années, c'était le tournage de Mission Impossible à Paris et des chanceux qui ont pu travailler dessus. Ah mais par contre, si t'essayes de discuter avec eux concernant Mission Impossible, c'est de la merde parce que c'est américain, et Tom Cruise c'est le diable parce que scientologie, blablabla. Et tu sais, globalement, c'est 100 000 personnes qui travaillent dans le milieu de l'audiovisuel en France. À cela, tu peux ajouter 100 000 personnes de gros passionnés et critiques, donc globalement 200 000 personnes qui sont majoritairement regroupées à Paris. Et ce qui est dingue, c'est que depuis que la bourgeoisie parisienne s'est emparée du cinéma, elle ne produit que du cinéma à destination de sa niche. Ça se retrouve dans les statistiques où la grande majorité des films ne feront qu'autour des 200 000 entrées, donc on voit bien qu'il n'y a que cette niche qui se déplace. Et moi je n'ai jamais voulu faire partie de ce troupeau car ce ne sont pas mes valeurs. Les films peuvent avoir des défauts, de gros problèmes aussi, mais il y a toujours des gens qui ont travaillé derrière. Un film dès sa création a un public cible. Hormis évidemment des trucs comme Blanche-Neige où t'as pas de réalisateur derrière, mais plutôt un conseil d'administration, soyons clairs. Que ce soit le cinéma grand spectacle ou l'opposé qui est celui des Frères Dardenne, dans les deux cas, il y a un public cible. Ce qui explique aussi le fait qu'on a de plus en plus de films qui veulent vous faire la leçon, vous inculquer une idéologie qu'ils considèrent être au-dessus du public. Ils veulent vous apprendre la vie. Et ça, perso, c'est insupportable. Dans les 5 à 10 ans qui viennent, on aura de plus en plus de films prônant l'idéologie du polyamour, car pour les bourgeois, ça devient une mode pour eux. Faut bien qu'ils s'occupent, ils s'emmerdent, voilà. Et ça, c'est de la propagande légale pour l'instant. Ça commence toujours par de petites touches, très secondaires, comme Bref qu'on a eu l'année dernière, puis on passera à de gros films où ce sera central, et on éludera totalement les parties négatives de cette pratique, comme libre-échange. Le but est d'influencer et de vous faire croire que cette idéologie vous apportera le bonheur. Je me dois d'être contre ça car ce sont toujours des modes, jusqu'à ce que dans 10 ou 20 ans, les victimes se mettent enfin à parler et que tout le monde découvre que « Oh là là !» Mais en fait, il y a des gens qui se suicident après ce genre d'expérience. Il y a des gens qui sont détruits mentalement après ça. Et pourquoi ? Car ça détruit votre capacité à faire confiance et à aimer l'autre. Et ça, je suis expert sur le sujet car j'en ai été victime, c'était il y a 7 ans, je m'en suis toujours pas remis et je pense pas que je m'en remettrai un jour. Donc je connais très bien ce genre de personnes et les tentatives de manipulation dans tous les sens qu'ils essayent d'incorporer dans leurs films aussi. En bref, le cinéma ne doit pas être idéologique. Le cinéma est là pour vivre un rêve éveillé, il nous fait vivre une aventure avec des personnages auxquels on s'attache. Devant un film, on rit, on pleure, on s'émue, et on apprend de la création artistique de quelqu'un d'autre. Si vous avez aimé un film, personne n'a le droit de vous dire que vous avez eu tort de l'aimer. Aucun cinéma n'est au-dessus d'un autre, car tout est subjectif. Je défendrai toujours le cinéma de Michael Bay ou de Roland Emmerich car ce sont des gens qui sont passionnés, qui bossent comme des dingues pour toujours essayer de faire le meilleur film possible. Ton film peut avoir des problèmes, mais il y a toujours la volonté et le travail derrière de créer un bon film. Il faut impérativement défendre ce travail-là. C'est pour ça que je suis rarement clivant dans mes critiques car j'ai été en prod et je sais comment les films sont créés. Le cinéma écrit par les humains, il a des défauts, tout comme ses créateurs. Mais aucun cinéma n'est au-dessus d'un autre, car aucun humain n'est au-dessus d'un autre. Si le clivage homme-femme s'est considérablement accentué depuis 10 ans, c'est aussi à cause de grosses conneries idéologiques qu'on va vous faire croire que tout homme est un agresseur possible. Le cinéma se doit de rester au-dessus de la radicalité idéologique de la pensée unique, car ce sont des œuvres qui seront représentatives de notre époque. Si le wokistan se veut plus représentatif de notre société, il faut aussi avoir des hommes bienveillants et intelligents, sans y inclure des sous-lectures les montrant comme un danger potentiel, ou comme des éternels losers. Si le cinéma français veut avoir un avenir, il faudra impérativement purger l'idéologie bourgeoise radicale et revenir à du vrai cinéma qui n'est pas là pour vous apprendre la vie. Un cinéma bienveillant et non un cinéma de suspicion. Un cinéma qui vous fera vivre une aventure que vous aurez envie de revivre le lendemain. Un cinéma avec des personnages courageux qu'on aimerait avoir comme amis. Un cinéma où nos personnages sont égaux, qu'ils soient masculins ou féminins. Je suis Galahad et je défendrai toujours le cinéma que j'aime. Bon, si tu veux t'abonner, n'hésite pas, c'est gratuit, sans idéologie. Allez, je vous aime, bisous.